L'Allemagne a décidé de renforcer les contrôles à toutes ses frontières à partir d'aujourd'hui. Les réactions ne se sont pas fait attendre en Allemagne et en France. Fin de la concertation continue pour Holosolis. Le projet de Gigafactory de construction de cellules et panneaux photovoltaïques va entrer dans la phase d'enquête publique. Investissement prévu 850 millions d'euros avec à terme la création de 1900 à 2000 emplois à Hambach. Affluence record au Cinéma Forum à Sarreguemines, 700 spectateurs répartis en 3 salles pour la diffusion exceptionnelle du documentaire du youtubeur Inoxtag sur son ascension de l'Everest. Des voitures d'exception et des concerts, la vieille ville de Sarreguemines était en fête samedi. L'association des commerçants Les Vitrines de Sarreguemines organise régulièrement des événements pour booster la fréquentation. Beau succès pour la Schlachtfest de Rimelin. Quelques 3500 personnes se sont déplacées ce week-end pour la 14e édition de la fête des cochonailles. Plus de 1500 repas ont été servis, des spécialités locales à base de porc. Le samedi soir était animé par le concert du groupe Les Gacoustiques. Beaucoup de choix culinaires à la 2e soirée food truck organisée par la ville de Bitche. Une vingtaine de stands proposaient samedi soir des spécialités salées et sucrées, locales et internationales. La soirée était animée par le concert du groupe Trick & Train. 3 équipements sportifs mobilisés contre le cancer. La Casque participe à Octobre Rose. Le centre nautique communautaire de Sarreguemines, la piscine communautaire de Sarralbe et le golf Sarreguemines Confluence proposent des animations dont les recettes seront reversées à la Ligue contre le cancer. Pari réussi pour l'Intersociété de Haute-Villers. Sa première marche internationale a attiré le double de marcheurs espérés. 501 personnes se sont élancées sur les parcours de 6 et 12 km. Prochaine édition le 14 septembre 2025 avec cette fois aussi un parcours de 20 km. Bienvenue sur Mosaïque Cristal et pour terminer cette émission, nous partirons à la rencontre du champion de France junior de planeur, Victor Malik. Il pilote à l'aéroclub de Sarreguemines, il est passionné par l'aéronautique. Il nous racontera son parcours et ses sensations lorsqu'il est au plus proche des nuages. Mais on commence cette émission avec l'épineux sujet des frontières. L'Allemagne a décidé de rétablir des contrôles à ses frontières. C'est une décision prise par le gouvernement fédéral allemand. Elle entre en application aujourd'hui. Le rétablissement de contrôles ponctuels et temporaires aux frontières intérieures est prévu par les accords de Schengen pour une durée limitée. Pas plus de 6 mois, renouvelable jusqu'à 2 ans. Cette décision nous concerne directement en territoire frontalier franco-allemand. Pendant une durée de 6 mois, des contrôles de la police fédérale allemande pourront avoir lieu sur plusieurs axes frontaliers. Cette décision, portée par le gouvernement d'Olaf Scholz, fait beaucoup réagir des 2 côtés de la frontière, à commencer par nos voisins en Sarre. La décision berlinoise de réintroduire les contrôles aux frontières a fait l'objet de débats pendant la dernière session plénière du Landtag, Parlement de la Sarre. Pascal Conigliaro est président de la commission Europe au Landtag de la Sarre et membre des sociodémocrates. Il salue la décision prise par le gouvernement fédéral allemand, mais il émet cependant quelques réserves sur son application à la frontière franco-allemande. L'attentat de Solingen pour des motifs islamistes présumés a effrayé et mis en colère beaucoup de gens en Allemagne et en Sarre. En réaction à ça, la ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser, a fait des propositions pour adapter la politique migratoire allemande, notamment la remise en place de contrôles à la frontière. Dazu gehören unter anderem die Wiedereinführung von Grenzkontrollen. Actuellement, selon les réglementations en cours prévues dans les accords de Schengen, les gens ne peuvent pas être refoulés aux frontières allemandes. Ce point est important. Mais cette question est de nouveau discutée, à savoir si l'on va rétablir des contrôles à la frontière comme à la période du Covid. Une nouvelle ordonnance doit être adoptée. Elle permettrait de procéder à ces refoulements aux frontières allemandes. Ça impliquerait des changements. Das würde natürlich einige Änderungen nach sich ziehen. Wichtig wäre jetzt aus unserer Sicht im Saarland, Ce qui est important pour nous au niveau de la Sarre, c'est que les erreurs commises par le passé ne soient pas commises de nouveau. Le but est de prendre en considération notre économie. Mais le thème de la migration est tellement remis en question qu'il est nécessaire de s'y consacrer. So auf dem Prüfstand mittlerweile, dass
dass eine Notwendigkeit erscheint. Und ich möchte dazu sagen, wir im Saarland, en tant que groupe parlementaire des sociodémocrates en Sarre, nous avons salué la décision du gouvernement fédéral allemand lors de la dernière session plénière du Landtag de la Sarre et nous encourageons le gouvernement à prendre les mesures prévues à cet effet. Chez nous en Moselle, la décision berlinoise fait aussi réagir. Pour le président du département de la Moselle, le principe de libre-échange introduit par les accords de Schengen doit être préservé. Il s'exprime au micro de Marie Vin. Je suis surpris et puis quelque peu déçu puisqu'on sait ce qu'ont donné les fermetures de nos frontières au moment de la période Covid, où ça a été un drame, dramatiquement ressenti à la fois par la France, les Français, mais aussi les Allemands. Et donc quand on reparle de refermer les frontières ou alors d'être plus agressif, je vais dire, ou de façon plus importante les contrôles aux frontières, nous sommes inquiets. Alors certes, ils sont en période électorale, donc il y a peut-être un message à faire passer, mais pour nous, il est important que nous ayons ces frontières qui nous permettent de vivre avec la Sarre ou la Rhénanie-Palatinat, parce que nous sommes à la frontière de deux Länder, et que nous puissions vivre dans un territoire qui ne vit pas au rythme des frontières, mais qui vit au rythme des relations entre deux territoires. Cette situation est certes source d'inquiétude pour le sénateur Michael Weber, mais interviewé au micro de Thibaut Desmerlet, il rappelle que cette réintroduction temporaire des contrôles à la frontière n'est pas un phénomène nouveau. Alors en tout cas c'est d'abord une inquiétude pour nos concitoyens parce que nous vivons sur la frontière et je pense que les plus anciens se rappellent de la période où on avait à chaque passage de frontière jusque dans les années 80-90 des contrôles systématiques lorsque effectivement on allait notamment consommer. Je crois que là l'Allemagne a décidé de trouver des solutions face aux différents attentats terroristes auxquels elle a fait face, notamment islamistes. Je crois que ce n'est pas la première fois en Europe que des pays rétablissent des contrôles aux frontières. Je rappelle que nous-mêmes, on ne fait pas des contrôles systématiques, mais qu'il y a de la douane qui est particulièrement engagée aux frontières aussi. Donc certes, c'est une situation d'inquiétude. Ça va sans doute peut-être handicaper les relations que l'on peut avoir avec nos voisins allemands et la circulation. Mais je peux aussi comprendre que l'Allemagne, comme chaque État, essaie de trouver des solutions pour lutter contre à la fois les attentats, mais aussi le trafic. Je crois qu'il y a un sujet aujourd'hui sur le trafic de drogue et on sait que sur les territoires frontaliers, c'est particulièrement prégnant et particulièrement puissant. Je rappelle à cet égard que l'Allemagne a autorisé notamment l'utilisation ou la consommation plutôt de drogue, de cannabis à petite échelle. Et je pense que là aussi, ça crée un marché parallèle qui, sur les secteurs frontaliers, comme c'est le cas avec la France, est particulièrement difficile à contrôler. Et donc, je pense que c'est aussi un des éléments qui justifie que ces contrôles soient rétablis aux frontières. De son côté, le député RN Pascal Genft est d'accord avec le choix de Berlin de rétablir des contrôles aux frontières. Plus largement, il pointe du doigt la gestion actuelle de la politique migratoire par l'Union européenne. Ma première réaction, c'est que l'Allemagne réagit face à un problème sécuritaire important. Ils ont été victimes les dernières semaines ou les derniers mois d'attaques terroristes et de faits importants sur leur territoire. Donc ils prennent une réaction qu'on peut comprendre face au problème que tout le monde connaît. Maintenant, ça génère des difficultés pour nos travailleurs frontaliers principalement qui vont être soumis à des contrôles matin et soir quand ils vont aller travailler et revenir du travail. Ça a été une difficulté nouvelle c'est un problème qu'on ne connaissait plus depuis bien longtemps, mais avant tout, je pense que c'est surtout un échec de la politique de Madame Ursula von der Leyen, cette politique migratoire qui génère des problèmes partout sur le continent européen. Et tant qu'on ne décidera pas d'imposer à tous ces migrants de faire leur dossier de demande depuis leur pays de départ et qu'on les laissera venir chez nous pour instruire leur dossier depuis notre territoire, on n'arrivera pas à résoudre ce problème. Et vous, que pensez-vous de la réintroduction temporaire de ces frontières? Vous êtes peut-être vous-même directement concerné dans votre quotidien par cette mesure. Nous sommes allés vous poser la question à quelques mètres de la frontière. Voici vos réactions. L'Allemagne a décidé de réinstaurer des contrôles aux frontières. Quelle est votre réaction? S'ils sont là ou pas là, ça me change rien. Je trouve ça idiot, ridicule. Je suis complètement d'accord. Je trouve pas vraiment il a une sens.
d'abord, la première chose. Deuxième chose, ça ne changera rien. Ils ont raison, ils veulent se protéger, qu'est-ce que vous voulez? Ils ont eu peur ces derniers temps avec les attentats qu'ils ont eus. Les frontières, voilà, je pense que c'est mieux de faire des contrôles de temps en temps. C'est triste, mais c'est comme ça. On est Europe, ça ne devrait pas être. Mais bon, on voit très bien que ça se passe partout. Hein. Et même en France, il y a tous les jours autre chose. Peut-être qu'il faut protéger un peu ses frontières. Si un jour vous êtes amené à aller en Allemagne et qu'il y a un contrôle devant vous, vous serez peut-être un petit peu ralenti? Ça me dérange pas du tout. Ça me dérange pas du tout en fait qu'il y ait un ralentissement dû à ça. C'est plutôt, comme je dis encore une fois, c'est rassurant. La circulation sera plus dense, oui. Mais bon, ça changera rien à ma vie, quoi. Personnellement, ça me dérange pas. On peut rien y faire, hein, c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? De toute façon, s'ils veulent faire ça, ils vont le faire, hein, et puis voilà. Hein. Je pense qu'ils vont faire un geste pour les frontaliers. Du côté des comités de défense des frontaliers, les réactions divergent. Au niveau de la grande région, on s'inquiète beaucoup de ces mesures qui peuvent perturber le quotidien des nombreux frontaliers de notre région. Ça représente pour nous un gros danger que la libre circulation de nos collègues les frontaliers soit fortement compromise. On a l'un des plus gros flux de frontaliers d'Europe. Ici, en plein cœur de la grande région, 270 000 personnes passent les frontières chaque jour, d'une ouverture de frontière à une autre. Rund 270.000 Menschen von der einen Seite der offenen Grenze zur anderen. Entre la Lorraine et la Sarre et vice-versa, ils sont certes un peu moins nombreux, mais tout de même environ 20 000 par jour. S'attaquer aux frontières alors que l'on n'est même pas sûr d'avoir un apport sécuritaire vraiment important et mesurable, ces contrôles stationnaires à nos frontières sont vraiment tout au plus discutables. Ça ne fait aucun sens pour moi, ni pour les policiers, ni pour les collègues frontaliers. Noch für die Kolleginnen und Kollegen. Au niveau plus local, cette fois-ci, on temporise beaucoup plus. Selon Arsène Schmitt, les contrôles frontaliers ne sont pour l'instant pas visibles. Pas de quoi s'inquiéter pour le moment. Oui, paraît-il, ça a démarré déjà avec l'Eurofoot, après avec les Jeux Olympiques, etc., etc. Donc effectivement, bon, nous, ce matin, j'étais encore à une réunion à Saarbrück, donc je suis passé par Rheinweiler, la Sarreguemines, l'ancien poste frontière, aucun contrôle. Je suis revenu par la Brême d'Or, aucun contrôle. Mon collègue, secrétaire général Bernard Hérault, qui habite à Chenec, donc il passe régulièrement la Brême d'Or, aucun contrôle. Donc on peut dire que ces mesures ne perturbent pas, les frontières ne sont pas impactées par ces mesures, pour le moment. Aucun problème. On quitte ce dossier consacré aux frontières pour se tourner vers le plus gros espoir du territoire. Une nouvelle étape a été franchie pour le projet Holosolis avec la fin de la concertation continue. Ça s'est passé vendredi soir au centre de communication INEOS à Hambach. Guillaume Dumontail y était. Une démarche collégiale. Holosolis et les habitants du secteur, en tout cas ceux qui s'investissent à fond dans le projet et que l'on retrouve quasiment à chaque réunion publique, veulent construire ensemble leur usine. Et pas n'importe laquelle, on parle ici d'un projet à 850 millions d'euros qui pourrait permettre de créer à terme sur l'Europol entre 1900 et 2000 emplois. À plusieurs reprises, habitants et porteurs de projets ont échangé. Vendredi soir, c'était le dernier rendez-vous organisé dans le cadre de la démarche de concertation continue. L'occasion pour Holosolis d'évoquer les améliorations qui ont été apportées au projet. Nous avons d'ailleurs acheté un bout de terrain supplémentaire qui permettra d'installer un parking de poids lourds, qui était une demande que vous aviez faite à cause de tous les poids lourds qui étaient en attente durant les week-ends devant l'entrepôt de la Seefert. Ça, on n'aurait pas fait, on n'aurait pas pensé à le faire sans cette interaction que nous avons avec vous. Donc c'était quelque chose qui était extrêmement utile pour nous et utile pour vous. Donc cette concertation continue a été très utile. Le bruit et le trafic faisaient partie des thématiques qui ont été les plus longuement évoquées lors de cette réunion publique. Certains riverains s'inquiètent de l'importante circulation de poids lourds que le fonctionnement de l'usine engendrerait. Les camions circuleront du lundi au samedi de 6h à 22h. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est le samedi de 6h à 22h, parce que c'est quand même relativement près des habitations.
Donc c'est ce petit point qui me pose un peu problème. La fréquentation maximum, elle est aux horaires de bureau quelque part. Donc même si aujourd'hui on affiche jusqu'à 22 heures, en fait il y a peu de gens qui viennent livrer jusqu'à ces heures-là. Si la thématique risque industriel n'a donné lieu à aucun débat, cela n'a pas été le cas de l'eau. Le projet a été corrigé pour faire baisser le volume des prélèvements dans le milieu naturel. Un gros 10% et c'est un sujet sans fin, hein. Donc c'est un sujet sur lequel on va travailler et une fois que l'usine sera en opération, on continuera à travailler sur ce sujet. Donc ouais, c'est un sujet important pour nous. Si la phase de concertation continue est désormais terminée, les habitants ont encore leur mot à dire puisque va s'ouvrir prochainement une nouvelle étape, celle de l'enquête publique. Elle se déroulera du 14 octobre au 12 novembre. Record d'affluence au Cinéma Forum vendredi soir. La foule est venue en nombre à Sarreguemines pour la projection exceptionnelle et unique du documentaire du youtubeur Inoxtag sur son ascension de l'Everest. Le documentaire a été projeté dans quelques centaines de salles en France. Toutes ont été prises d'assaut. L'engouement était tel que le cinéma sarregueminois a dû ouvrir plusieurs salles et s'adapter pour accueillir tant de public d'un coup. Émilie Azél a recueilli la réaction de Jean-Marc Carpels, directeur des Cinéma Forum de Sarreguemines. Quand vous avez accepté de projeter ce film, vous vous attendiez à ce qu'il y ait autant de personnes qui veuillent le voir, enfin ce documentaire? Je m'y attendais pas du tout et je pense qu'aucun de mes collègues ne s'attendait à un tel engouement, hein. C'est vrai qu'on a, entre parenthèses, raccroché un peu les wagons au niveau de la programmation en dernière minute parce qu'on a senti les appels de la clientèle qui nous demandaient si on allait programmer ce film, ce documentaire. On a senti qu'il se passait quelque chose, mais enfin de là à avoir cette ampleur qu'a pris le phénomène, non, bien entendu, je ne m'y attendais pas du tout. Oui, alors au départ, comme d'habitude, on a mis en vente dans une première salle. Et jeudi dernier, on a mis en vente à partir de 17h30. Et mes collègues sont venus m'avertir qu'à 19h30, la salle était complète, hein. J'en croyais à peine mes oreilles. C'est vrai que c'est, allez, on va dire jamais vu. Du coup, on a ouvert immédiatement une deuxième salle. Et la deuxième salle, le lendemain, était complète également. Du coup, on a ouvert une troisième salle, mais bien entendu, on s'est arrêté à 3 salles parce qu'à un moment donné, même si on aurait pu sans problème remplir encore une 4e salle, mais on a également des engagements vis-à-vis des distributeurs des autres films. Je pense que pour accueillir autant de gens d'un seul coup, il a fallu plus de personnel. Est-ce que c'est le cas? Alors oui, d'autant plus que sur le mois de septembre, on avait encore des collègues qui purgeaient un peu leur congé d'été. Donc on a rappelé un peu plus de monde, même avec plus de monde, on était encore un peu bousculé. Enfin bon, on aime bien être bousculé et participer à ce type d'événement. Pour nous aussi, c'est festif, même si on a un peu mouillé le maillot pendant une bonne heure. Un documentaire qui était en ligne dès samedi sur YouTube, mais environ 700 personnes sont venues à Sarreguemines vendredi soir pour découvrir le documentaire d'Inoxtag en avant-première et avec 10 minutes de bonus. Pour tenter de comprendre cet engouement, Émilie Azél a posé la question aux intéressés. Mais enfin, je suis un grand fan de lui et j'ai préféré venir le voir au cinéma car sur YouTube, c'est vrai qu'il passe, mais c'est mieux au cinéma. Enfin, je suis avec mes amis. Avant tout parce que je pense un fan d'alpinisme et surtout pour pas me faire spoil en avance parce que je pense demain 14h30 attendre la sortie de la vidéo sur les réseaux sociaux, on aura déjà vu si oui ou non il a réussi l'Everest. Non, et en même temps ça fait une petite sortie, c'est toujours sympa. Enfin, le cinéma c'est pas pareil qu'en vidéo sur YouTube par exemple. Par exemple les effets sonores et il y a une différente immersion. Notre fils, qui a 13 ans, nous a dit qu'il faut absolument voir ce film d'un youtubeur très connu que je ne connais pas du tout, jamais entendu, et qu'il s'agissait d'un exploit sportif et mental. Quelqu'un qui n'était pas très grand sportif, qui veut monter sur le Mount Everest. Voilà. Et ça m'intéressait. Parce que c'est un film, c'est un peu un film
qui est unique un peu. Et du coup, je voulais le voir en grand écran. Bah, parce que c'est plus stylé d'aller au cinéma et tout, et comme ça, on le sait en même temps que tout le monde et pas en retard, et on voit pas les stories et tout ça. Et du coup, je trouve que c'est mieux de le voir au cinéma et c'est plus vivant que sur YouTube. Surtout que ça dure 2h40, du coup, chez soi et tout, on regarde plusieurs fois. Du coup, c'est mieux de venir au cinéma, je trouve. Puis ça fait vivre le cinéma local et tout, c'est bien. Du plaisir pour les yeux et pour les oreilles, des voitures hors du commun étaient garées samedi dans les rues de la vieille ville de Sarreguemines, une animation proposée par l'association des commerçants Les Vitrines de Sarreguemines. Reportage de Guillaume Dumonteil. Une volonté qui s'affirme. Ce samedi, l'association des commerçants Les Vitrines de Sarreguemines a une nouvelle fois proposé une animation. Pas de danseuse brésilienne cette fois-ci, mais des voitures d'exception rassemblées dans différentes rues du quartier Vieille-Ville. La diversité était de mise avec des véhicules de toutes les origines et de toutes les époques. Elles n'ont pas manqué d'attirer l'attention des passants. Ces derniers pouvaient en plus voir évoluer et écouter des talents locaux comme le jeune Lohan qui a fait sensation récemment lors de l'émission The Voice Kids. À Rimelin, le succès de la Schlachtfest ne se dément pas. Bénéficiant d'une météo fraîche mais bien ensoleillée, l'événement a une nouvelle fois attiré de très nombreuses personnes. Le nombre de repas servis est lui aussi impressionnant, comme le rapportent Marie-Morgane Pires et Guillaume Dumonteil dans ce reportage. 3500 personnes à Rimelin pour la Schlachtfest, la fête des cochonailles, 14e du nom. Elles se sont notamment déplacées pour manger les différents plats cuisinés à base de porc. En tout, plus de 1500 repas ont été servis. De quoi satisfaire les organisateurs, les membres de l'entente sportive Rimelin-Herschin-Obergeilbach. Plusieurs moments forts rythmaient le week-end, un grand rassemblement de tracteurs le dimanche et un concert le samedi soir. Cette année, ce sont de nouveau les Gacoustiques qui se sont produits. Beaucoup plus de choix culinaires à Beach où la soirée food truck faisait son retour avec des nouveautés, des restaurateurs plus nombreux et de la musique pour l'ambiance. Vu l'engouement de l'année dernière, la ville de Beach a voulu réitérer l'événement. Emilia Zell y était. Des courageux ont bravé le froid vendredi soir pour participer à la soirée food truck de la ville de Beach. La deuxième édition a eu lieu au 4e cuir. Elle a réuni une vingtaine de food trucks proposant des spécialités régionales et internationales, du sucré et du salé. Allant de la gaufre en passant par la tarte flambée, les burgers à la raclette, jusqu'aux tacos ou aux samosas, sans oublier les boissons locales. La nouveauté cette année a été la présence d'un groupe de musique pour animer la soirée. Tricky Train, groupe strasbourgeois composé de 6 membres, a joué des morceaux de funk. Octobre sera rose dans 3 équipements sportifs de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. 3 sites vont proposer des activités dont les recettes seront reversées à la Ligue contre le cancer. Reportage de Thibaut Desmerlet. Ce sont des manifestations inédites qui vont se dérouler dans 3 équipements sportifs de la Casque pour Octobre Rose. Le centre nautique Sarreguemines-Confluence proposera le 5 octobre une journée pleine d'activités. Marathon, ateliers pour enfants, spectacles, stands de sensibilisation et bien d'autres. Un tarif unique sera appliqué pour l'entrée, 3 €. Donc c'est en général une cause qui parle et il y a souvent un engouement certain autour de cette cause et on voulait un petit peu avoir une cause caritative au moins dans l'année, là pour la première fois, peut-être à reconduire sur les années à venir. Les différentes séances aquaformes auront chacune un tarif supplémentaire de 4 €. La piscine communautaire de Sarralbe aura des activités du 7 au 13 octobre. En fin de compte, quand on regarde, on a tous une maman, une sœur ou une voisine, une collègue qui a été touchée par le cancer du sein. Et donc cette action, franchement, je suis très heureux qu'elle soit mise en avant dans nos structures et on peut faire connaître les structures de la communauté d'agglomération. C'est aussi important, mais je pense que ce dynamisme se reflète aussi dans une campagne comme ça. Le golf Sarreguemines-Confluence vendra durant tout le mois des balles logotées Octobre Rose et organisera un tournoi le 12 octobre. Toutes les recettes de toutes ces manifestations seront reversées à la Ligue contre le cancer.
Et puisqu'on parle d'équipements sportifs, dans un instant, on s'intéresse aux résultats sportifs, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain on va retrouver le soleil et la chaleur. Le ciel sera à nouveau plus dégagé et on pourra profiter des rayons du soleil qui vont faire remonter les températures. Les minimales iront de 11 à 13 degrés et les maximales de 19 à 20 degrés. Demain nous fêtons les Renault et il fera jour de 7h15 à 19h43. Passez tous une très belle journée et à demain. Votre vie locale sportive est sponsorisée par Wellness Wouswiller. Nageur amateur ou confirmé, venez découvrir nos bassins avec turbine de nage à contre-courant intégrée Swimeo, disponible à l'essai. Retour sur les résultats des matchs de la 3e journée de Coupe de France de football dans notre arrondissement. Victoire du SO Yplein face à l'US Beren, match nul 0-0 à l'issue du temps réglementaire. Yplein a su faire la différence au tir au but 6-5. Victoire également pour l'AS Bliesbruck face à l'Union Sourte Götzenbrück-Meisenthal. Après un score nul à la fin du temps réglementaire, l'équipe de Bliesbruck a remporté la rencontre au tir au but 4-3. Défaite du FC Ambach face à l'US Nouswiller 1-5. L'AES Aren-Étain-Schmidwiller rencontrait l'équipe 3 du SR Kreutzwald avec un score scellé dès la première mi-temps, 1-0. L'AS Calouse ne poursuivra pas non plus l'aventure suite à sa défaite 2-0 face à l'équipe franco-turque de Sarrebourg. Le Val-de-Guéblange rencontrait l'US Forbach, score final 3-0 pour Forbach. Enfin, l'AS Neunkirch s'est incliné au tir au but à l'issue du temps réglementaire. Le FC Abrèchevillers l'a remporté 6-5. Les seules équipes de notre arrondissement qui continuent la compétition sont donc Yplein et Ambach. A noter que le Sarreguemines Football Club n'a pas encore fait son entrée dans la compétition. Tirage au sort pour le prochain tour de la Coupe de France demain au Stade Saint-Symphorien à Metz. Du côté de la Coupe Gambardella, les U18 du SFC l'ont remporté 4-0 face au SR Kreutzwald 21, ce qui leur donne l'accès au 3e tour de la compétition. Quant aux joueurs de l'EGEM, l'entente Jeune Est-Moselle, ils se sont inclinés face à l'US Forbach 3-0. Le tournoi de tennis Open été de Sarralbe s'est achevé ce week-end. Hier se sont déroulées les finales des 8 catégories. Le club organisateur en a remporté 4. Les compétiteurs du club d'Herbitsheim repartent avec 3 coupes et le club de Phalsbourg 1. Au total, une dizaine de clubs étaient représentés durant tout le tournoi qui a démarré le 24 août. C'était un pari et il a été réussi. L'intersociété de Hautevillers organisait hier sa première marche populaire internationale. Elle a connu un succès supérieur aux attentes. Reportage de Guillaume Dumonteil et Marie-Morgane Pires. Objectif atteint. Les organisateurs voulaient accueillir entre 250 et 300 marcheurs. Ils ont quasiment eu le double. 501 personnes ont participé à la première marche populaire internationale organisée par l'intersociété de Hautevillers. Réparties sur les parcours de 6 et de 12 km, elles sont parties à la découverte des beaux sites de la commune. Les 2 cascades, la ligne Maginot ou encore la forêt. Les organisateurs ont également vendu 230 repas et 100 casse-croûtes. Ils donnent d'ores et déjà rendez-vous aux marcheurs le 14 septembre 2025 avec cette fois-ci 3 parcours de 6, 12 et 20 km. Prochaine marche populaire dimanche à Saint-Rinsmin, ce sera la 41e édition de la marche populaire organisée par Namasté. 2 parcours de 6 et 10 km vous sont proposés. Départ et arrivée à l'espace couvert bord de Sarre, à côté du terrain de foot. Les bénéfices de l'événement serviront à des actions à but humanitaire. Plutôt que marcher, si vous préférez courir, rendez-vous dimanche à l'Intermarché de Sarreguemines pour la course des mousquetaires, ou plutôt les courses. Plusieurs épreuves sont programmées à partir de 9h30, dont la course élite de 5 km avec Yann Schrub. Il y aura aussi la course populaire de 5 km, ainsi qu'une course de 2,5 km pour les jeunes et une course d'1,2 km pour les enfants.
Tous les parcours sont en plein centre-ville, vous pouvez encore vous inscrire. On termine cette émission avec la tête dans les nuages. Depuis tout petit, Victor Malik a baigné dans l'aéronautique avec sa famille. Aujourd'hui, il est pilote de planeur à l'aéroclub de Sarreguemines. Champion de France junior en titre, il a participé au championnat du monde junior de planeur. Son portrait est signé Thibaut Desmerlet. Donc, je m'appelle Victor Malik, j'ai 24 ans et je suis pilote ici à l'aéroclub de Sarreguemines. Donc cette année j'ai fait plusieurs compétitions, donc des championnats de préparation donc en Allemagne, en République tchèque. Et donc l'objectif final de cette saison c'était le championnat du monde junior qui s'est déroulé à Ostro en Pologne. Et ensuite pour finir la saison, j'ai terminé par le championnat de France junior à Fontenay-le-Comte au mois d'août. Donc du coup, le championnat du monde junior, j'ai terminé 6e individuellement et vice-champion du monde par équipe donc avec mes collègues français. Et donc le championnat de France junior, j'ai terminé premier. Donc les championnats du monde et les championnats de France, donc c'est sur 2 semaines et 1 semaine respectivement. Donc en fait, tous les matins, en fonction de la météo, on va avoir un briefing. Et donc si la météo est bonne, on va avoir une épreuve plus ou moins grande. Donc on a une ligne de départ, plusieurs points de virage. Et donc dans un planeur comme celui-là, on a un GPS qui en fait enregistre toutes nos positions. En fait, le but, c'est de passer par tous les points de virage dans l'ordre et de faire le circuit le plus vite possible. Donc chaque jour, ça nous fait des points. Et du coup, on cumule les points chaque jour et à la fin de la semaine, celui qui a le plus de points est champion. Alors pour moi, le planeur, c'est une passion familiale. Donc en fait, je suis la 4e génération de pilotes. Donc ça a commencé avec mon arrière-grand-père, ma grand-mère, mon grand-père, donc qui maintenant ont arrêté de voler. Et mon père vole encore, donc il est même instructeur. C'est lui qui m'a formé sur le planeur. Et en fait, depuis que je suis tout petit, en fait, je passe mes week-ends sur l'aéroclub de Sarreguemines. Et donc j'ai commencé à apprendre à partir de 13 ans et voler seul à partir de 14 ans, qui est l'âge minimum légal pour voler seul en planeur. Donc là actuellement je suis en formation d'ingénieur, étudiant ingénieur en aéronautique. Donc j'ai toujours été passionné par l'aéronautique. Alors être pilote de planeur professionnel, non. Après peut-être pourquoi pas dévier sur pilote de ligne. Ça peut être une option mais il faut y arriver quoi. Donc là on se sent libre, on voit les choses d'en haut, on est coupé un peu de tout, on pense plus à rien. On est dans notre bulle et je trouve ça vraiment super quoi. Il faut quand même être patient, c'est quand même un sport de patience. Il se peut que des fois pendant les vols, on soit amené à avoir des courants d'air chaud qui montent très peu. Et donc il faut savoir rester longtemps dans ce petit courant d'air chaud, monter, parfois pendant plusieurs dizaines de minutes, pour ensuite espérer rentrer au terrain le soir. Après, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Il faut quand même avoir pas mal de rigueur. Donc ça reste, donc on est dans l'aéronautique. Donc si jamais on a un problème en l'air, on n'a pas trop de solutions comme en voiture où juste on s'arrête. Là on est en l'air, si on a vraiment un problème majeur, on ne peut pas dans les 10 secondes à venir se poser et être en sécurité quoi. Donc il faut toujours bien préparer les choses, être méticuleux, vérifier que tout fonctionne bien à chaque vol. Et donc faut pas laisser ça de côté quoi. Ça on a également de la préparation physique, donc de la course à pied, du vélo, de la muscu, du gainage, de la souplesse, beaucoup de gainage, beaucoup de souplesse. Parce que le planeur ça reste quand même un sport fatigant, on dirait pas, on a l'impression qu'on est un petit peu assis dans nos planeurs toute la journée. Mais il faut savoir qu'une épreuve de planeur, donc il y a des études qui ont été faites, ça correspond à, au niveau des cellules, ça correspond à un épuisement des cellules tel qu'un coureur de marathon quoi. Et voilà, tout en douceur, on est posé. Nickel.